Mesdames et messieurs, bienvenue à notre plénière de clôture de l'agence de recherche sur les inégalités. Je suis Nosy Chabala et c'est un grand privilège pour moi de pouvoir être la modératrice de cette très importante conversation. Alors avant de commencer aujourd'hui, je pense qu'il serait important de prendre une petite pause et faire un petit résumé des grandes conversations qu'on a pu avoir au cours des dernières 4 journées. Certains des thèmes qui se sont manifestés plusieurs fois, c'est tout d'abord le fait qu'on doit vraiment considérer les inégalités en Afrique avec une approche de prioritisation. Il ne s'agit pas simplement d'une croissance démographique au sein du continent, mais aussi au fait que 10 des pays les plus inégaux du monde sont trouvés 7 des 10 pays les plus inégaux du monde sont justement en Afrique. Il y a eu aussi une conversation importante sur le changement climatique, le contexte des inégalités existantes suite au changement climatique et ensuite, évidemment, les moteurs de changement climatique tels que la pollution et autres qui exacerbent l'impact et qui en fait, sont des moteurs d'inégalité à la fin. On a aussi parlé de la capacité des parties prenantes locales et il faut vraiment réfléchir à comment, heu, assurer l'appropriation des mesures contre l'inégalité au niveau local. Et si on veut vraiment voir des politiques et des stratégies qui sont inclusives, il faudra absolument engager les parties prenantes au niveau local. Alors en ce qui concerne les mesures, et celles-ci ont certainement reçu une part importante de la conversation et on parle de la réduction d'inégalités, justement, mesdames et messieurs, dans un contexte d'analyse des termes, des facteurs d'inégalité. Il faut aller au-delà, justement, de l'histoire coloniale, de colonialisation, pour considérer le capital social, pour avoir une compréhension holistique sur la façon de réduire les inégalités. Et enfin, la conversation sur l'inégalité spatiale géographique qui doit se traduire en opportunités inégales. Et comme nous le savons tous, nous avons des interventions qui ciblent justement certaines zones géographiques. Il faut faire cela dans le cadre d'un État pour adresser justement toutes les inégalités d'opportunités. Et tout cela ne vous donne qu'une toute petite idée des conversations des derniers 4 jours, mais cela nous a fait arriver à aujourd'hui, à notre séance de clôture. Et ce que nous allons expérimenter aujourd'hui, c'est que nous allons commencer avec 2 adresses, 2 discours d'adresse très importants. Monsieur Piketty, Thomas Piketty, et nous avons également le ministre des Finances, Arturo Herrera Gutiérrez, ministre des Finances du Mexique. Ils vont nous montrer leur présentation, mais nous allons leur donner l'opportunité de réagir aux présentations l'un de l'autre. Et comme toujours, je garde toujours ma promesse d'intégrer votre voix dans cette conversation. Donc, j'aimerais beaucoup pouvoir leur soumettre peut-être 1 ou 2 questions provenant de vous, du public, à soumettre à Monsieur Thomas Piketty et au ministre Gutiérrez. Après cela, mesdames et messieurs, nous allons avoir vraiment une discussion, un débat de clôture où on va vraiment se pencher sur les aspects économiques de la réduction d'inégalités. On ne considère pas que des politiques qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. On est aussi intéressé à identifier les barrières qui empêchent la mise en œuvre de ces politiques ou en tout cas qui empêchent à ces politiques d'arriver à leur meilleur potentiel. Alors, nous avons Twitter, l'hashtag reste le même, Research on Inequalities. Donc, je vous invite à interagir sur les médias sociaux. Nous utilisons toujours Slido pour pouvoir intégrer vos questions. Tout ce que vous avez à faire, c'est de m'envoyer vos questions et je vais faire de mon mieux pour les intégrer dans la conversation d'aujourd'hui. Et voilà, c'est tout. Cela nous amène vraiment au début de nos conversations et vous avez certainement remarqué que nous avons l'interprétation en français et en anglais pour nous assurer que la conversation soit aussi inclusive que possible. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Je sais que vous voulez maintenant écouter monsieur le professeur Thomas Piketty, bien plus que vous ne voulez écouter ce que j'ai à dire moi. Et donc voilà, permettez-moi maintenant de le présenter. Monsieur Thomas Piketty est directeur d'études à
l'École des hautes études en sciences sociales et professeur à l'École d'économie de Paris. Il a publié de nombreux articles de recherche dans les revues internationales telles que le Quarterly Journal of Economics et le Journal of Political Economy, ainsi qu'une dizaine de livres. Il est l'auteur de travaux historiques et théoriques consacrés à la relation entre développement économique, répartition des richesses et conflits politiques. Ces travaux ont conduit à mettre en évidence l'importance des institutions politiques, sociales et fiscales. Monsieur Piketty, à vous la parole. N'oubliez pas d'allumer votre micro plutôt. Bonjour à tous. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation. Je remercie les organisateurs de cette réunion. Je vais essayer maintenant de partager mon écran. Alors, mon anglais aura certainement une sonorité un peu française. Donc, j'espère que vous pourrez tout de même comprendre ce que j'ai à dire. Alors, cette présentation, je pense que vous la voyez à l'écran. Je lui ai donné le titre de la brève histoire de l'égalité. Et à la base, je vais essayer de conclure avec quelques leçons tirées de mon dernier livre, donc Le monde de l'inégalité. Alors, et idéologie. Donc, Capital et idéologie, c'est mon dernier livre. C'est un livre qui parle des inégalités dans le temps et dans différents pays en tant que phénomène du XXIe siècle. Mais je pense que nous bougeons dans la bonne direction avec beaucoup de progrès. Et je m'excuse pour toutes les limitations que cela peut présenter. J'essaye d'apprendre toujours des discussions que l'on a eues ces derniers 4 jours. Mais je pense que ce livre va tout de même dans la bonne direction parce qu'il couvre le reste du monde par rapport au livre précédent avec beaucoup de données en plus. Il couvre toute l'Afrique, l'Amérique du Sud pour vraiment donner une perspective plus mondiale de l'histoire de l'inégalité. Mais je me rends compte que c'est toujours insuffisant. Alors, ce livre met en avant aussi les différents facteurs en tant que moteur de transformation de l'inégalité dans le long terme. C'est un livre assez optimiste en réalité, c'est-à-dire que je suis vraiment convaincue que la politique et la mobilisation sociale peut amener de nouvelles institutions qui peuvent changer de façon très importante et parfois même beaucoup plus rapidement que ce que l'on imagine la structure de la société même du point de vue des inégalités. Alors, permettez-moi maintenant de commencer tout de suite avec quelques cartes provenant de la base de données sur les inégalités. C'est wid.world si vous voulez consulter ces données vous-même. Ce que vous voyez sur cette carte, c'est les 10 taux de revenus nationaux, les 10% plus élevés du taux de revenus dans le monde. Alors, par définition, si on a une égalité complète dans un pays, la population avec les 10% de population avec les revenus les plus élevés devrait être entre une dizaine et une centaine de personnes. Donc, ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'en réalité, il s'agit vraiment de beaucoup de personnes. Donc, on voit que cela peut passer de 20 à 34 personnes dans certains pays jusqu'à 50 à 69 dans d'autres pays. Donc, c'est une variation énorme. Donc, même les pays les plus égaux du monde, comme la Suède, la Norvège, où il y a moins de 20 personnes les plus riches, dans d'autres pays, ça peut être entre 34 et 42. Voilà, Cependant, les pays les plus inégaux sont ceux comme l'Afrique du Sud, entre 65 et 70. En Amérique du Sud, nous avons par exemple le Mexique, et je m'excuse auprès du ministre des Finances mexicain, je sais que ce n'est pas de sa faute, mais nous avons aussi le Chili, le Brésil, dans des situations similaires. Alors ça, c'est une carte mondiale des inégalités que nous avons mis en ligne déjà l'année passée. Elle provient de la base de données sur les inégalités. Il ne s'agit pas de données parfaites. Comme je vous l'ai dit, nous avons fait énormément de progrès, par exemple en Afrique et dans d'autres zones aussi, pour développer davantage de coopération avec les administrations d'imposition, en Afrique en particulier. Mais
nous avons fait de notre mieux pour combiner toutes les sources de données disponibles, donc celles déjà présentes dans la base de données, mais aussi avec celles fiscales, pour avoir des estimations comparables par rapport au reste du monde. Parce que quand on utilise les enquêtes, par exemple les sondages, on a tendance à sous-estimer certains aspects dans des pays comme les États-Unis ou en Europe. Souvent, on a des données d'imposition, de taxation, mais dans d'autres pays, euh, dans certains pays africains, on n'utilise que les sondages. Donc, forcément, les moteurs d'inégalité ne sont pas comparables de cette façon. Alors, ce que nous avons fait, c'est qu'on a essayé de corriger à chaque fois toutes les données provenant de sondages avec toutes les données disponibles sur les taxations. Et nous avons fait de notre mieux pour numériser toutes ces données, donc les données qui proviennent de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire et un certain nombre de pays africains qui nous ont fourni des données sur l'imposition. Mais pour les pays qui n'ont pas de données sur l'imposition, ce que nous avons fait typiquement, on a utilisé des moyennes de correction que nous avons pour euh, les pays en question, mais ce n'est pas tellement d'un pays, ça ne varie pas tellement d'un pays à l'autre. Donc, on a pensé que c'était mieux d'utiliser ce genre de moyenne de correction plutôt que rien du tout. Donc, on a une carte mondiale qui n'est certainement pas parfaite, mais qui est toutefois plus comparable que les coefficients de Gini qu'on a tendance à utiliser. Alors, il est vrai que l'Afrique est extrêmement inégale, l'Amérique du Sud est aussi fortement inégale, le Moyen-Orient, l'Inde, tout autant. Mais ce qui est plus important, c'est l'échelle de variation. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, les revenus, les 10% de revenus les plus hauts, d'habitude, représentent une vingtaine jusqu'à une trentaine de personnes pour certains pays. Là, c'est différent. Alors, si vous voyez cette carte, c'est encore plus intéressant en termes de pauvreté et d'inégalité. Là, on parle des 50% de revenus les plus bas au niveau national. Alors, si on avait une égalité parfaite, le taux de 50% les plus bas devrait représenter 50 personnes. Alors, on est toujours dans des nombres entre 0 et 50, mais évidemment, là, on va de 0 à 25 dans les pays les plus égaux. Donc, Norvège et Suède, il y aura peut-être 25 personnes. Ça veut dire qu'il y a 50% de la population qui ont une moyenne de revenus inférieure à la moyenne de la population. Évidemment, elles sont plus pauvres, mais elles ne sont pas tellement plus pauvres que le reste de leur pays, de la population du pays. Après, il y a des pays comme l'Afrique du Sud où il y a peut-être 6 ou 7 personnes, au Mexique ou au Chili, il y a peut-être 5 à 10 personnes. Si on est 5 personnes et on représente 50% de la population, eh bien, ça veut dire que ça représente un dixième du revenu. Alors, ce n'est pas assez. Alors, la chose finale que je veux que tout le monde se rappelle, c'est que la distribution est extrêmement importante parce que quand on va de 5 à 25 personnes avec un taux de revenu le plus bas et qui représente 50% du pays, alors ça veut dire que le PIB per capita du pays et le taux des 50 personnes en dessous du seuil représente bien plus de 50 personnes. Alors, si on ne garde pas cela à l'esprit, on a une idée très erronée des conditions de vie réelles de ces personnes. Donc, il faut vraiment prêter beaucoup d'attention à ces choses. Et c'est pourquoi nous avons essayé de développer la base de données sur les inégalités mondiales. On l'appelle la distribution des comptes nationaux, où on essaie vraiment de distribuer les PIB agrégés et les revenus en combinant les différents comptes avec les données fiscales de façon à pouvoir faire des exercices comptables bruts, plus ou moins, sans trop de détails. Alors, permettez-moi maintenant d'arriver à la partie la plus historique de mon discours qui révèle des résultats très importants, c'est-à-dire que ces différents niveaux d'inégalité, de taux de revenus, les 50% les plus bas, les 10% les plus élevés, ils ne sont pas congelés pour toujours. Ils changent énormément au cours du temps. Donc aujourd'hui, par exemple, dans un pays, nous avons 20 à 25 personnes en dessous des 50% et
5 à 10 personnes au-dessus des 10%, mais autrefois, c'était très différent. Si on remonte dans le temps de un siècle, par exemple, les 10% les plus élevés étaient entre 50 et 60% dans la majeure partie des pays européens, alors que les 50% les plus bas étaient d'environ 5 à 10 personnes. Donc, c'était assez bas. Alors, pourquoi avons eu une remontée d'égalité dans le temps? Eh bien, il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu évidemment, on peut noter énormément de hauts et de bas dans l'égalité, dans l'inégalité, mais si on prend les dernières 100 années, il y a eu une augmentation de l'égalité. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui s'est passé toutefois, et je pense qu'un des éléments clés que l'on a découvert grâce à cette analyse historique, c'est l'augmentation des états sociaux qui sont un facteur très important. Ils amènent davantage de prospérité. Donc, l'état social en Europe a amené davantage d'éducation et de prospérité à la population, mais en même temps, cela amène aussi davantage d'égalité. Alors, avant la Première Guerre mondiale, les revenus d'imposition étaient assez bas en Europe. Alors là, nous avons des moyennes qui prennent en compte la Suède, la France, l'Allemagne et d'autres pays. Avant la Première Guerre mondiale, les revenus d'imposition représentaient moins d'1% du PIB et ils étaient principalement utilisés pour la police, l'armée, les finances militaires et donc l'expansion coloniale aussi, l'impérialisme, etc. C'était ce genre de type d'État que nous avions. Donc les dépenses sociales étaient extrêmement basses, peut-être 2% du revenu national avant la Première Guerre mondiale. L'éducation représentait moins de 0,5% du revenu national. Aux États-Unis, c'était moins d'1% à l'époque, donc c'était déjà 2 fois plus qu'en Europe. Donc il y avait beaucoup d'avancées dans le secteur de l'éducation aux États-Unis par rapport à l'Europe, mais ça restait toutefois assez bas. 1% du revenu national, c'était plutôt bas. De nos jours, les investissements dans l'éducation publique pour les mêmes pays européens représentent 6%. Donc, ça a été multiplié par 12. C'est énorme, plus de 10 de multiplication. Donc, les dépenses sociales ont continué à contribuer énormément aussi bien à la prospérité, mais aussi à l'égalité sociale. Donc, ça, c'est le facteur numéro 1. Le facteur numéro 2, c'est que afin d'assurer cette augmentation de rendre cette augmentation d'imposition acceptable pour la société, il faut aussi une certaine confiance de la part de la population envers le gouvernement. Et il faut les assurer que cet argent sera dépensé d'une certaine façon qui leur sera profitable. Et ce qu'on a vu au 21e siècle, c'est justement une remontée progressive de la taxation. Et on voit par exemple sur ce graphique l'évolution de la taxation au cours du XXe siècle, pardon, pas du XXIe, du XXe siècle, dans les pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne et la France. Aux États-Unis, il s'agissait de 91% du revenu national au temps de Roosevelt. Si on fait une moyenne entre les années 30 de Roosevelt et les années 80 de Reagan, on arrive à une moyenne qui est assez élevée par rapport au temps avant la Première Guerre mondiale. Et pourtant, cela n'a pas détruit le capitalisme américain. Au contraire, sinon il n'existerait plus. On est arrivé avec cela a mené à une majeure productivité dans les 50. Dans les années 50 et les années 90, la productivité était 2 fois plus importante que ce qu'elle était avant. Donc, le taux d'imposition en baisse était censé stimuler l'innovation, sauf que dans la pratique, l'imposition pro capita a été dilatée en deux aux États-Unis. Et je pense que la raison pour laquelle l'augmentation de l'imposition a remporté un certain succès, c'est que cela a aidé justement à
construire un consensus social par rapport aux investissements dans l'éducation, les dépenses sociales qui ont eu un impact très positif pour les deux côtés. Donc ça, c'est la taxation pour les revenus. Vous avez aussi la taxation avec l'évolution sur ce graphique sur les taux d'imposition. Vous voyez au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, qui, au milieu du XXe siècle, menait encore la danse en termes d'augmentation de taxation, bien plus que l'Allemagne et la France en réalité, parce qu'en Allemagne et en France, il y a eu une énorme redistribution à travers la destruction de guerre, l'inflation. Et donc, la taxation était une façon plus civilisée de redistribuer la richesse. Mais bon, vous savez comment vont ces choses-là. Maintenant, un autre graphique historique sur la taxation que je voulais vous montrer, c'est la taxation effective. Parce que parfois, quand on se penche sur les taux d'impôts marginaux, on se dit que bon, tout cela n'était pas vraiment pertinent parce que personne n'est réellement taxé à ce taux-là. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les impositions de revenus effectives payées par les différents contribuants et puis on a pris en compte aussi les taxes indirectes, les taxes de sécurité sociale et toutes les autres taxes. Ça, c'est le système de taxation européen et américain. Et vous voyez qu'au XXe siècle, il y a une progressivité fiscale très efficace, très élevée, ce qui veut dire que les impôts payés par les personnes les plus riches étaient bien plus importants que ceux qui étaient payés par les ménages aux revenus les plus bas. Et cela a aidé tout d'abord à réduire l'inégalité au sommet de la redistribution, ce qui était très élevé à l'époque. Et cela aidait aussi à créer une espèce de contrat social où les gens de la classe moyenne ou de la classe moyenne plus basse qui payaient davantage d'impôts par rapport au passé se disaient aussi que ceux plus riches qu'eux payaient encore plus. Et je pense que c'est un des problèmes que nous avons aujourd'hui. Très souvent, la classe moyenne et la classe moyenne basse ont la sensation que les très riches évadent les impôts alors que la classe moyenne doit les payer. Notre système n'est plus tellement progressiste de nos jours et nous sommes près d'un système de taxation en réalité assez plat. Et c'est peut-être même encore pire que cela. En fait, on ne mesure peut-être pas réellement bien l'évasion fiscale des très riches, des plus riches. Et donc, à la fin, les augmentations d'imposition se rabattent sur les classes moyennes, ce qui peut rendre les gens très fâchés ou mécontents, en tout cas, avec l'état de welfare et la sécurité sociale et le système de taxation. Alors, retournons à l'Afrique. Ce que je voulais dire, c'est que l'évasion fiscale rend très difficile de construire un système de taxation équitable. Et cela n'est pas le cas seulement là, mais aussi aux États-Unis et en Europe. Les paradis fiscaux sont très bénéficiaires pour certains oligarques de la Russie, de l'Amérique du Sud, etc. Mais les sommes estimées qui disparaissent dans les paradis fiscaux sont absolument énormes. J'ai un collègue qui a évalué ces sommes à travers toute une série de statistiques. Et en tout cas, la ligne finale est que il y a vraiment un système financier international très opaque qui a été développé par les pays les plus riches du monde, en partie pour protéger leurs propres billionnaires de la taxation. Et enfin, ça a été détrimentaire pour les pays en Afrique, en Amérique du Sud. Vous pouvez imaginer combien il est difficile pour les administrations fiscales de ces pays de lutter contre l'évasion fiscale si même les administrations fiscales européennes et nord-américaines n'y parviennent pas. Vous pouvez imaginer combien il est difficile pour des États
en Afrique ou en Amérique du Sud. Alors, autre élément d'évaluation que je voulais mentionner, c'est que la libéralisation des marchés s'est matérialisée de façon extrêmement rapide depuis les années 80-90, principalement dans les pays africains et à bas revenus, ont perdu beaucoup de revenus d'imposition qui, s'ils avaient été remplacés par d'autres impôts de revenus, comme les taxes de profit ou autres taxes, peut-être que ces instruments de taxation auraient été plus efficaces et auraient été une bonne nouvelle. Mais malheureusement, ce graphique montre le paradoxe des dernières 3 ou 4 décennies, c'est que si l'on voit les pays à revenus plus élevés et revenus plus bas, donc en particulier les plus bas dans les pays africains subsahariens, en 1990, on voyait que les pays à haut revenu ajoutaient des revenus d'impôt déjà de façon beaucoup plus élevée que les pays à revenus plus bas. Donc évidemment, c'est un processus très complexe à développer. Il est très difficile de développer la confiance dans le gouvernement pour développer davantage de capacités de taxation. Et je ne dis pas que le déclin des revenus d'impôt soit le seul facteur, mais je pense qu'en général, il y a eu peu d'attention prêtée de la part de la communauté internationale aux aides nécessaires pour essayer de développer la capacité de taxation et les impôts de revenus par rapport à ce qui aurait pu être fait et ce qui peut être fait aujourd'hui. Donc, dans mon expérience par rapport aux inégalités mondiales dans la tentative de développer des collaborations avec des pays africains, c'est qu'il y a énormément de volonté dans les pays africains de développer ce genre de coopération, mais très souvent, cela ne suffit pas. Il n'y a pas assez de soutien de la part des autres pays. Alors, j'étais à Mali, à Bamako, au Mali, à Bamako, il n'y a pas très longtemps. Il y avait une présentation très intéressante de la part de l'administration d'impôts et des institutions. Et le problème, c'était qu'ils n'avaient même pas les ressources pour commencer à numériser les impôts de corporations, d'entreprises. Ils n'ont pratiquement aucune donnée. Ils ont des déclarations d'impôts sur papier, mais ils ne sont pas calculés du tout, ils ne sont pas vérifiés. Ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de mesurer les inégalités, mais non plus d'améliorer le système d'impôts. Cela devient très compliqué. Donc, ils nous ont demandé de leur fournir des tables par rapport aux objectifs de développement, ce qui peut être très utile, mais les ressources de base pour améliorer la numérisation de leur déclaration d'impôts des contribuants individuels ou corporés des entreprises, c'est vraiment le point de départ. Et développer davantage de collaboration dans cette direction-là serait vraiment très important. Parce que, comme on l'a déjà vu sur l'exemple des pays les plus riches, la construction de la confiance de la population envers l'État social et le système de taxation et la capacité de l'État de bien récolter les impôts et de bien dépenser cet argent est absolument fondamental dans la réduction des inégalités. Ça a été le cas en Europe ce dernier siècle. Je vais conclure maintenant avec cette dernière slide qui présente l'inégalité des émissions carbone, qui est un des problèmes principaux auxquels nous devons répondre à l'avenir et une des plus grandes injustices aussi dues aux externalisations négatives produites par les pays riches dans les pays plus pauvres. Donc, nous avons développé ce graphe avec le laboratoire d'inégalité, en développant ces estimés. Si on considère toutes les émissions carbone totalisées en Amérique du Nord, en Chine, en Europe, etc., et dans le reste du monde, mais si on regarde les inégalités d'émissions faites par les individus qui sont dans le plus haut pourcent, 1% des plus hautes émissions
ce qui représente plus de 9 fois la moyenne mondiale. Et 14% des émissions totales représentent bien plus que la moyenne totale des 50% à revenus les plus bas. Alors, on se dit que ces émisseurs de carbone plus élevés sont principalement aux États-Unis et c'est un problème très sérieux. Et la question à se poser, c'est pendant combien de temps pouvons-nous continuer avec le marché libre et la circulation libre des biens et des personnes entre pays qui contribuent de façon très négative aux émissions carbone? Cela soulève une question très importante pour l'avenir et évidemment, cela peut être un des facteurs aussi qui rendent le changement idéologique et politique finalement se matérialiser au niveau mondial. Mais pour le moment, nous sommes encore dans une phase négative de la chose. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention et j'ai hâte d'entendre vos questions et commentaires. Professeur Piketty, un grand merci. Merci beaucoup de cette présentation très enrichissante et inspirante. Merci de nous avoir fait partager toutes ces questions et je suis sûre qu'elles vont contribuer aux discussions que nous allons mener cet après-midi. Vous nous avez donné un aperçu mondial et vous nous avez parlé vraiment de cet aperçu des inégalités. Vous nous avez montré que à long terme, nous avons pu constater une augmentation des inégalités et par conséquent, nous avons commencé à mettre en avant des variables afin d'essayer de comprendre ces inégalités. Les dépenses sociales sont un point important dont vous avez parlé. Vous avez parlé de fiscalité progressive, de l'incidence de ces politiques et vous avez également établi un parallèle entre l'incidence des économies, des recettes fiscales et d'autres variables afin de changer le système social en parlant de la confiance qu'on peut avoir dans ce système. Vous avez également parlé de l'état de préparation de ce système fiscal, de l'absence de la numérisation en Afrique, par exemple, pour promouvoir la mobilisation des ressources. Et je suis sûre que tous ces éléments vont faire l'objet de discussions et notre ministre Herrera Gutiérrez va certainement y répondre ou peut-être d'autres intervenants. Et donc, à ce stade, j'aimerais vous présenter le ministre Arturo Herrera Gutiérrez, qui est le ministre des Finances et du Crédit public du Mexique. Au cours de sa carrière professionnelle, il a occupé des postes à la Banque mondiale, dans le secteur bancaire privé, au gouvernement de la ville de Mexico et au ministère des Finances et du Crédit public du Mexique. Nous savons qu'il s'est engagé pour améliorer la gestion publique en Amérique latine et dans la région des Caraïbes. Et dans le cadre du secteur bancaire, il a également participé à différentes activités d'investissement. Nous savons également qu'il a donné des cours en macroéconomique, microéconomie. Il a également parlé de théorie monétaire dans ses cours. Et donc, Monsieur le ministre, nous sommes très heureux de vous donner la parole. Vous avez donc la possibilité de nous faire partager votre présentation. Par la suite, je permettrai tant à vous, Monsieur le ministre, qu'à Monsieur Piketty de réagir aux différentes questions. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, Votre Excellence, nous vous entendons. Eh bien, je voudrais vous remercier de me donner la possibilité de partager ce panel avec Thomas Piketty et de vous faire part de quelques réflexions. Il nous a montré une carte des inégalités dans le monde. Il nous a montré également une photo de son livre en anglais. Et je voudrais peut-être commencer, moi, en montrant effectivement le même titre, mais en espagnol. Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié la lecture de cet ouvrage. Mais je voudrais peut-être revenir à cette carte. La première carte qu'il a présentée nous a montré les inégalités dans le monde et nous avons vu que le Mexique apparaissait en rouge et c'était le cas de la quasi-totalité des pays d'Amérique latine. Et ceci n'est pas une coïncidence. L'Amérique latine est une région qui connaît des revenus moyens et en fait,
Nous savons que c'est un continent qui est frappé par les inégalités, même si nous avons quand même moins d'inégalités que d'autres pays si vous regardez d'autres régions. Et je pense que ça, c'est une caractéristique des inégalités dans cette région. Et ceci malgré le fait que l'Amérique latine a pu avancer dans ce domaine, surtout dans des pays tels que le Chili, la Colombie et le Pérou. Alors malheureusement, cela n'a pas été le cas au Mexique. Au Mexique, nous avons effectivement ces inégalités et nous ne partageons pas d'autres caractéristiques de l'Amérique latine et notamment la croissance rapide. En fait, au Mexique, nous avons un taux de croissance de moins d'1% du PIB par habitant et ce depuis 1992. Et je pense que c'est un problème auquel nous sommes confrontés au Mexique. Nous avons beaucoup d'inégalités et le taux de croissance est très faible. Maintenant, puisque j'ai l'occasion de prendre la parole, j'aimerais également vous faire part de quelques réflexions. Ceci fait l'objet de notre travail au quotidien, mais je pense qu'il est aussi important de retracer également l'historique. Et je voudrais faire cela également. Je voudrais amener cette perspective historique, cette perspective sociale. Je voudrais également faire référence à l'idéologie, et à d'autres facteurs évoqués par M. Piketty. Et ce sont des questions qui sous-tendent le développement des politiques depuis de nombreuses années au Mexique. Et je pense que ceci a existé jusqu'au moment de la Révolution. Nous avons travaillé sur la redistribution de la richesse et des revenus. Et il n'est pas surprenant de savoir que la Révolution au Mexique a couvert différents aspects et s'expliquait par différentes raisons, notamment la démocratie, la possibilité d'élire le président et les représentants. Autre raison importante, c'était justement la redistribution. Et il ne s'agissait pas seulement de travailler sur la redistribution des terres et de regarder les propriétaires terriens. Ce n'était pas seulement une question de la propriété. On est remonté dans les temps coloniaux et on s'est posé des questions concernant la possibilité de posséder ces terres qui étaient pourtant considérées comme un bien collectif et un moyen de production collectif pour les populations autochtones et indigènes. Et c'est devenu une problématique importante au début de cette époque. Et donc, nous avons vu une réforme agraire avec une redistribution des terres. Des lois ont été adoptées également en ce qui concerne cette propriété collective, en particulier pour les ríos, comme on les appelait, donc les propriétés qui étaient dans les régions rurales. Ensuite, nous avons également fourni des efforts pour travailler sur 3 domaines, je dirais. Tout d'abord, la redistribution des revenus. Deuxièmement, la mobilité sociale. Et troisième point, la possibilité de faire sortir les personnes de la pauvreté. Et c'est vrai que l'on peut sortir de la pauvreté, mais si vous avez un problème de redistribution des revenus, ce n'est pas encore suffisant. Et donc, ce sont des éléments qui ont fait l'objet d'une analyse et de travaux au cours de la première moitié du XXe siècle. Nous avons consenti des efforts également pour promouvoir l'éducation afin d'augmenter le capital humain. Nous avons travaillé sur les services des soins de santé et dans les années 30, dans les années 40, nous avons également mis sur pied un système de sécurité sociale pour apporter des pensions à la population. Ensuite, dans les années 20 jusque dans les années 40, nous avons également consenti des efforts et adopté des lois pour protéger l'appartenance à un syndicat, par exemple. Nous savons que ceci joue un rôle important, surtout lorsque l'on parle de la répartition des revenus. Après les années 40, les syndicats ont été un petit peu repris sous le contrôle de l'État pendant un certain temps.
Et je pense que c'est de cette façon que notre pays a évolué et nous avons finalement essayé de mettre l'accent sur un facteur important. Comme je vous l'ai dit, dans les années 20, on parlait essentiellement euh, de la campagne et des régions rurales. Mais petit à petit, le pays s'est éloigné de ses activités rurales et est devenu un pays de plus en plus urbain. Et en fait, il y a vraiment eu un point, un moment de basculement. Donc, on s'est vraiment éloigné des zones rurales vers les zones urbaines. Ça, c'était, je dirais, dans les années 60-70. Et nous avons vraiment vu une rupture dans les années 80. C'est à ce moment-là que le modèle économique et le modèle idéologique ont changé. Il y a vraiment eu une rupture. C'était également une période de libéralisation. Et je pense que c'est quelque chose qui a été constaté par de nombreuses personnes, et notamment Thomas Piketty et son équipe. On a commencé à se diriger vers une approche tout à fait différente de la redistribution et de la répartition des revenus. Mais je pense qu'il y a quand même une petite différence entre le Mexique, l'Amérique latine et le reste du monde, parce qu'on ne s'est pas seulement dirigé vers davantage de libéralisation d'une façon assez traditionnelle. Nous avons également travaillé parce que nous avons connu une période d'inflation et une crise de la dette. Et ceci a donné lieu à une crise financière en ce qui concerne la fiscalité. Et ceci a exacerbé ces problèmes de répartition des revenus parce que suite à l'inflation, nous avons eu une incidence sur les salaires et il a vraiment été très difficile de rattraper cet écart, de combler cet écart. Et donc, nous avons vu vraiment un phénomène touchant les revenus, simplement parce que les salaires n'ont plus pu suivre le pouvoir d'achat finalement. Deuxième aspect, la crise de la dette a causé des problèmes sur les finances et ceci a été à l'encontre finalement de la croissance des dépenses publiques. Donc les dépenses dans les secteurs de la santé, de l'éducation, etc., ce sont des dépenses qui permettent d'améliorer le capital humain, mais qui permettent également d'améliorer la mobilité sociale. Et ce sont des dépenses qui ont vraiment été limitées, qui ont été vraiment restreintes au cours de cette période. C'est la raison pour laquelle également, nous, et je dis nous parce que nous avons une histoire différente de celle d'autres pays, eh bien, nous sommes tournés vers une stabilisation du système et ce n'était pas seulement lié à ces décisions. En fait, nous voulions être des précurseurs et veiller à adopter des politiques permettant d'atteindre cette meilleure répartition des revenus et une meilleure mobilité sociale. Un peu plus tard, nous avons lancé un programme qui a changé de nom. On a parlé de progrès, d'opportunités, de solidarité. C'était un programme concernant les transferts de liquidités. Et dans une certaine mesure, ce programme a été couronné de succès. Bon, peut-être pas totalement dès le début parce que l'objectif était d'améliorer la mobilité sociale, mais en tout cas, à court terme, nous avons pu aider certaines personnes à sortir de la pauvreté. Comme cela a été montré par Thomas, on s'est beaucoup concentré sur la partie inférieure, en fait, des revenus et de la répartition des revenus. Et donc, ceci fait référence au graphique que nous avons vu et c'est quelque chose que l'on a vu vraiment de façon très marquée au Mexique. Alors, il y a un autre point qui est particulièrement pertinent pour le Mexique et ceci explique les défis auxquels nous sommes confrontés et cela fait référence à des questions soulevées par Thomas. Cela concerne notre cadre macroéconomique et notre position en matière de fiscalité. Comme vous le savez, au cours des 40 dernières années, le Mexique
a été un grand producteur de pétrole. Alors d'une part, c'est de l'argent qui tombe du ciel, mais d'autre part, ce que cela signifie, c'est que nous avons été capables de financer, grâce aux ressources pétrolières, des éléments qui ne pouvaient pas être financés par le système fiscal. Et Thomas en a parlé dans sa présentation. Et je pense que les choses ont évolué au cours des dernières années, parce qu'assez récemment, jusqu'à il y a 10 ans environ, on avait tendance à s'attaquer aux problèmes du point de vue social, du point de vue de la répartition des revenus en regardant les dépenses. Et on ne regardait pas vraiment les recettes. Les recettes étaient simplement des ressources nous permettant de financer le côté dépenses. Mais aujourd'hui, on a pu prouver que du côté des revenus, il y a deux impacts. On peut produire effectivement des ressources pour financer des politiques actives, mais d'autre part, c'est un mécanisme qui permet également d'améliorer la répartition des revenus au sein d'un pays. Alors, nous étions un grand producteur de pétrole et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous recueillons moins de 14% de notre PIB grâce à la fiscalité et à l'imposition. C'est une différence par rapport à d'autres pays. Nous avons énormément d'inégalités relatives aux revenus, mais avec une croissance faible et une fiscalité limitée également. Donc, très peu de taxes et de collecte d'impôts. Alors, ceci nous amène à la situation actuelle. À quoi ressemble notre pays aujourd'hui? Eh bien, ceci est expliqué dans votre présentation et dans votre ouvrage, Thomas Piketty. C'est vrai qu'on se concentre souvent sur le pourcentage du revenu qui est capté par les 10% de la population qui sautent en haut de la tranche. Et vous nous avez montré des graphiques et des chiffres. On a parlé de 55% pardon, pour certains pays. Au Mexique, je pense que l'on atteint 59%. Donc, c'est une concentration très élevée, l'une des plus élevées pour ces 10% supérieurs. Que devons-nous faire aujourd'hui, par conséquent? Et si vous me le permettez, je voudrais peut-être soulever ces problèmes d'une façon plus vaste, parce que c'est une spécificité justement des inégalités. Lorsque l'on s'attaque aux questions des inégalités au Mexique, il est important d'adopter une approche plus large. Et je voudrais vous donner 3 ou 4 chiffres. Le PIB par habitant dans la ville de Mexico, et vous savez que c'est une ville qui connaît beaucoup d'inégalités, est 7 fois supérieur au PIB par habitant au Chiapas. Et donc, nous avons vraiment des personnes qui gagnent beaucoup plus que des gens à Oaxaca, par exemple, et au Chiapas. Et vous voyez sur les graphiques que nous avons des écarts très importants. Et je pense que c'est une urgence au Mexique. Lorsque l'on parle d'inégalité au Mexique, on ne fait pas seulement référence aux inégalités qui existent entre les groupes sociaux ou entre les classes, si vous voulez utiliser ce terme. Il s'agit également de problèmes qui se posent au niveau des régions. Et je voudrais encore mettre le doigt sur une autre différence par rapport aux autres pays. Ce sont les inégalités entre les hommes et les femmes. Ici aussi, je voudrais vous donner un chiffre, moins de 50% des femmes d'âge mûr dans le pays participent au marché du travail. Donc, ces femmes actives ne sont pas représentées sur le marché du travail comme c'est le cas au Salvador, en Équateur, en Colombie et d'autres pays d'Amérique latine. Et Thomas nous a parlé de ceci également dans les travaux de recherche. C'est quelque chose qui apparaît clairement. Et puisque je suis plutôt du côté du ministère, moi, je voudrais peut-être terminer sur une note un petit peu plus optimiste et positive. Mais je dirais que ce sont des problèmes qui
commence à converger. Je pense que la société essaye maintenant de consentir des efforts pour changer de trajectoire et je pense que c'est ce que l'on voit aujourd'hui au Mexique et c'est la raison pour laquelle nous avons vu ces changements au niveau des élections nationales. Ensuite, nous avons vu une augmentation importante des inégalités dans de nombreux pays. Nous voyons que, on met en avant des exemples au Royaume-Uni, pardon, au sein des États-Unis et au sein de l'Union européenne et nous comprenons aujourd'hui que c'est une question qui doit absolument être abordée au Mexique. Nous savons que c'est mieux pour tout le monde, en fait, de régler le problème des inégalités. Je voudrais vous donner un exemple. Nous avons pu adopter une réforme des pensions à l'automne dernier et en fait, nous avons pu augmenter les contributions, mais ceci va venir du secteur privé et ceci va permettre d'améliorer la gestion des systèmes de pension en passant de 17 à 40 et ceci est possible parce que plusieurs voix importantes du secteur privé se sont exprimées en faveur de cette politique. Ils ont dit que c'était impossible de garder toutes ces disparités au sein de notre pays. Et donc, voilà où nous en étions avant que la COVID ne frappe le monde entier et le Mexique. La COVID a bien entendu des effets à différents niveaux et cela a une incidence sur la pauvreté et sur les inégalités en tant que telles. Chaque fois que l'on impose des restrictions et un confinement, eh bien, cela a des incidences sur les petites entreprises, sur les travailleurs qui ne peuvent pas travailler à la maison, par exemple et ceci a une incidence sur la répartition des revenus. Et donc, lors de la prochaine enquête nationale, je ne serais pas surpris de voir une augmentation du taux de pauvreté et une augmentation des inégalités de façon considérable. Mais la COVID a permis également de révéler certains problèmes qui étaient un petit peu souterrains et invisibles dans les discussions au niveau national. Par exemple, en ce qui concerne les services de soins de santé publics. Avons-nous les services dont nous avons besoin? Je pense qu'il est clair que nous devons améliorer nos systèmes de soins de santé. Nous l'avons fait pendant la COVID, mais si nous voulons que ça devienne quelque chose de permanent, nous allons devoir refinancer ce secteur et nous allons devoir réfléchir où sont les ressources? Avons-nous la bonne structure fiscale pour financer ce système de soins de santé? Nous devons également réfléchir à la responsabilité collective que nous devons tous assumer pour faire face à la pandémie. Et je pense que nous aurons la possibilité certainement de discuter de bon nombre de ces questions. Ce sont des questions qui sont très pertinentes en temps de pandémie. Ce sont des questions qui nécessitent une action collective de toutes les personnes qui participent à la société. C'est très important. Il faut se protéger, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Ceci permet de créer un environnement dans lequel toutes ces questions peuvent justement être mises sur la table. Et donc, ceci ouvre le débat sur toutes ces questions. Et donc, sur cette note, je vais en rester là, mais j'espère que dans le cadre de l'économie post-Covid, nous aurons la possibilité de construire un monde meilleur et un monde plus inclusif et plus juste. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Gutiérrez, de cette contribution incroyable. Merci. Alors, je ne dirais pas que c'était un combat ici et nous allons seulement échanger des idées. Nous ne sommes pas sur le ring, mais je voudrais reconnaître l'utilité de l'historique que vous nous avez présenté. Vous nous avez parlé des différents leviers qui ont été utilisés par le gouvernement tout au long de l'histoire pour essayer de lutter contre les inégalités. Vous nous avez parlé également de la situation actuelle. Vous avez parlé de l'approche très large que le Mexique adopte pour comprendre et lutter contre les inégalités, y compris les inégalités entre les hommes et les femmes. Euh, et bien entendu, vous avez parlé de l'incidence de la COVID-19 parce que cette pandémie a bien entendu eu une incidence sur la pauvreté et les inégalités. Il ne faut pas oublier les aspects positifs parce que nous sommes arrivés à un moment où nous pouvons enfin ressentir ce sentiment de responsabilité collective dans nos actions et notre engagement. Alors à présent, je voudrais ouvrir le débat.
Et je voudrais vraiment vous demander de faire preuve de discipline parce que je vais vous donner 2 minutes chacun pour réagir à ce que vous aurez entendu. Alors Thomas, je vais vous donner la parole en premier lieu. Je vais vous poser la question suivante. Vous avez écouté Monsieur le ministre Gutiérrez. Alors en 2 minutes, quels sont les éléments auxquels vous aimeriez réagir? Je vous en prie. Bien, tout d'abord, je dirais que j'ai appris énormément de cette présentation et j'aurais beaucoup de questions à poser à Arturo. Et en fait, je me demande pourquoi vous avez une participation si faible des femmes sur le marché du travail. Je voudrais savoir comment c'est arrivé, ce que l'on pourrait faire pour régler cette inégalité. Vous avez également parlé des recettes du pétrole qui n'ont pas finalement permis au Mexique de développer sa capacité fiscale. Et je me demande quand tout cela a commencé à devenir un facteur clé. Et est-ce que cette faiblesse de la fiscalité est née avant cela ou pas? Parce que c'est vrai que au Mexique, il y a eu des tentatives très ambitieuses il y a un siècle déjà de lancer des réformes, des politiques, de construire un système de sécurité sociale et cela n'a pas vraiment fonctionné. En Amérique latine, vous avez des pays tels que l'Argentine qui ont une histoire tout à fait différente, bien entendu, mais ce sont des pays qui ont réussi d'une façon ou d'une autre à construire davantage d'inclusivité. Alors, je ne sais pas, voilà, moi j'aimerais vraiment poursuivre cette discussion à l'infini avec vous, mais vraiment, moi je voudrais revenir sur cette différence et cette inégalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Oui, effectivement, je pense que c'était une bonne idée de ne pas réagir, mais de poser une question. Donc, Monsieur le ministre, j'aimerais savoir comment vous pouvez répondre à cette question sur la sous-représentation des femmes sur le marché du travail et ces inégalités hommes-femmes en termes de revenus. Alors, Monsieur le ministre, je vais vous demander d'activer votre micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, c'est une question que nous nous sommes posées parce que effectivement, nous avons identifié le problème, nous avons voulu en comprendre les causes pour ensuite trouver des solutions. Au début, on s'était dit que c'était une question culturelle. Hein, on se dit peut-être que c'est une région assez machiste dans ce pays de l'Amérique latine, mais on s'est comparé à d'autres pays, la Colombie, l'Équateur, le Brésil, et il semblerait que nous ayons toute une série de causes qui s'accumulent, qui s'additionnent. Et je voudrais peut-être vous dire les points sur lesquels nous travaillons, parce qu'effectivement, une fois que l'on a identifié les causes, il faut s'y attaquer. Alors, nous n'avons pas de système national du care, du soin, donc, ou de garde. Donc, lorsque vous avez de petits-enfants, de jeunes enfants, lorsque vous avez des personnes âgées au sein de votre foyer, et c'est ce que l'on voit un peu partout, eh bien, c'est quelque chose de très positif. Mais par défaut, ce sont les femmes qui prennent soin des jeunes enfants et des personnes âgées. Donc, à l'heure actuelle, nous essayons de comprendre comment nous pouvons créer un système national, combien cela nous coûterait et comment nous pourrions partager les ressources financières nécessaires. Et je peux peut-être vous donner un chiffre. Si nous atteignons la participation de l'Argentine, cela signifie que nous aurions 2 ou 3 millions de femmes en plus sur le marché du travail. Et ceci permettrait de contribuer au système. Ensuite, il y a un autre facteur sur lequel nous allons vraiment devoir travailler d'arrache-pied. Nous allons devoir identifier les problèmes de déplacement, en fait, de voyage vers le lieu de travail. Si vous avez 2 heures de trajet pour aller travailler, 2 heures de trajet pour revenir chez vous, il y a aussi un problème de sécurité autour de cette mobilité. Et ça, c'était quelque chose qui nous a un petit peu surpris. Ensuite, il y a un autre facteur qui concerne la flexibilité. Il y a de plus en plus de postes qui requièrent
vers cette flexibilité pour les femmes qui voilà, ont parfois du mal à faire face à ces exigences en termes de souplesse. Mais je pense que nous avons également une opportunité à saisir dans les nouvelles technologies, mais il va falloir former également les femmes. Et au cours de ces derniers mois, justement, nous avons voulu requalifier et former les femmes afin qu'elles puissent occuper ces postes. Oui, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je pense effectivement que cette nouvelle économie revient dans nos discussions lorsque l'on parle des inégalités. C'est très intéressant de savoir comment votre gouvernement s'est penché sur l'insécurité qui est bien réelle pour les femmes lorsqu'elles doivent prendre les systèmes de transport. Et je pense qu'il faut également revenir à cette opportunité de flexibilité, ces nouvelles façons de travailler. Alors, Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous allez également, tout comme Monsieur Piketty, poser une question ou si vous allez saisir cette opportunité pour réagir. Vous avez 2 minutes, c'est comme vous le souhaitez. Eh bien, il y a deux choses évidentes que je veux dire. La première, c'est que permettez-moi de reprendre là où je me suis arrêtée dans ma réponse, là où il y a des problématiques liées à l'économie numérique. L'économie numérique soulève des défis très importants dans le monde entier. Le premier, ça devient un taux plus important du PIB. Donc, ça croît beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre secteur. Mais d'autre part, il est bien plus difficile de faire de l'imposition sur l'économie numérique. Par exemple, je me rappelle quand les intellectuels se trouvaient à Mexico City, ils lisaient le New York Times ou d'autres journaux, ils devaient l'acheter chez un vendeur de journaux et payer des impôts sur le journal. Maintenant, ils s'inscrivent en ligne et ils payent les impôts directement là où se trouve le journal, là où le journal est publié. Et cela crée des problèmes contentieux entre différentes sociétés. Il y avait un accord entre 19 pays sur les 20 d'avoir un accord sur les impôts, d'avoir un accord par rapport aux impôts sur les journaux en ligne, par exemple. Et le seul qui n'était pas d'accord sur les 20 pays, c'était les États-Unis. Et je pense que ça, c'est justement, ça soulève un problème d'imposition, donc problème déjà soulevé par Thomas. Et puis, du point de vue de l'inégalité aussi, c'est extrêmement important. Je me demande combien peut-on être optimiste de pouvoir faire fonctionner tout cela. Très bien, je vois ce que vous avez fait. Non seulement vous avez répondu à la question, mais vous en avez posé une aussi. Thomas, je vous donne 30 secondes pour répondre au ministre. Cher ministre, en donnant la parole à Thomas, je dois dire que vous avez effectivement ciblé une des questions les plus importantes qui a été soulevée par notre audience mondiale, par notre public mondial. Et donc, vous pouvez peut-être répondre à ça. Comment peut-on nous assurer qu'il y ait une taxation plus efficace sur l'économie numérique, mais plus important encore, quelles sont vos attentes par rapport aux pays de l'OCDE et leurs intentions par rapport à cela? Que pourraient-ils faire mieux par rapport à ce problème? Donc, vous avez 30 secondes chacun, mais je peux l'étendre à une minute éventuellement, mais c'est tout. Très bien. Eh bien, je suis plus optimiste maintenant que sous l'administration Trump, mais je suis moins optimiste par rapport à la gouvernance européenne. Je pense que nous sommes encore sous la règle de l'unanimité pour la taxation. Et c'est une grosse limite par rapport au rôle que l'Europe pourrait avoir pour mener le système de taxation vers l'équité, vers davantage d'égalité au niveau mondial. Parce que si à chaque fois qu'on doit prendre une décision, et il y a on peut se plaindre de Trump, on peut se plaindre de Biden, mais la vérité, c'est que chaque pays peut mettre un veto et à la fin, on n'a jamais de décision par rapport à la taxation des corporations. Je pense qu'au niveau de l'OCDE, quelque chose pourrait être fait, mais ce sera certainement inférieur si on avait une règle de majorité par rapport à la prise de décision plutôt que d'unanimité. Il y aurait alors un processus parlementaire et de décision, etc. Et le manifesto de la démocratisation de l'Europe qui propose justement de mettre les problématiques de la taxation
au sein de l'Assemblée européenne en utilisant les membres du Parlement européen et le Parlement européen, justement parce que ce sont des questions directement liées au Parlement européen et national. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais si l'Europe n'est pas entièrement à bord par rapport à ces questions, s'il n'est pas complètement convaincu, il y aura des progrès très limités dans la coopération internationale. Merci beaucoup, Thomas. Donc, cela répond un petit peu au thème que le ministre a soulevé tout à l'heure, disant qu'en Mexique, il y a une espèce de responsabilité collective. Et si j'ai bien compris, Thomas, c'est peut-être un peu ce qui manque justement dans la conversation mondiale, cette responsabilité et appropriation au niveau mondial, oui. Et je vais donner encore la parole au ministre pour répondre un petit peu, parce qu'il me semble qu'on va vraiment vers une leadership et nous savons que l'EXCO a justement un rôle à jouer là-dedans. Donc, peut-être un dernier mot du ministre par rapport à ça. Je pense que en sortant de la pandémie, on ne peut pas vraiment faire une passe. On ne peut pas retourner au monde que l'on avait avant l'an 2020. Il faut prendre cette opportunité douloureuse pour faire mieux. Et je pense que là, il y a vraiment beaucoup à faire du point de vue de l'égalité des genres, des égalités en général, du commerce dont on n'a pas parlé, et puis évidemment le changement climatique. Ça, c'est très important. On en est encore plus préoccupé maintenant qu'on l'était avant. Il faut vraiment prendre cette opportunité pour répondre à toutes ces problématiques ensemble. Ministre Gutiérrez, merci énormément. J'aimerais maintenant conclure cette conversation en faisant le suivant. La ministre m'a corrigé lorsque j'ai commencé à parler en disant que Thomas n'a pas commencé avec la carte mondiale, il a commencé avec son livre. Alors voilà, pour vous rendre l'appareil, voici le livre que nous avons ici. J'espère que je pourrai avoir son autographe numérique malgré la distance. Et donc, c'était un grand plaisir de vous écouter, Monsieur professeur Thomas Piquet et Monsieur ministre Arturo Herrera Gutiérrez. C'était vraiment une conversation excellente du point de vue de la qualité avec cette étude particulière du cas du Mexique. Je vous remercie énormément à tous les deux pour cette opportunité. Merci. Merci. Maintenant, revenons à la conversation. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, de bien vouloir garder un peu de patience parce que la conversation continue. Je vous ai promis que, au-delà de, juste après l'interaction entre M. Piketty et M. Gutiérrez, on pourrait amener cette discussion à un niveau de panel. Donc, on fera une table ronde et je vous invite à prendre un moment pour profiter de cette vidéo. C'est une vidéo qui capture l'esprit de la raison pour laquelle nous sommes là, c'est-à-dire le lancement de la deuxième phase du Centre de recherche sur les inégalités de l'AFD avec le soutien de l'Union européenne. Cela va certainement parler à certains d'entre vous. Ça va parler de la collaboration continuée avec les centres de recherche et avec les autorités gouvernementales, nationales et locales en particulier aussi. Donc voilà,
J'espère certainement que vous allez pouvoir répondre à l'invitation à nous rejoindre durant cette deuxième phase du centre. Maintenant, en avançant, je garde ma promesse d'étendre la conversation à une discussion plus ample. J'ai le plaisir de vous présenter mes panélistes. Nous avons Lucas Chancel, le co-directeur du World Inequality, mais nous sommes également rejoints par Martin Seychelles, qui est le directeur adjoint pour la santé et les consommateurs à la Commission européenne. Nous avons aussi Madame Garcia Arteaga Molinar, qui est une jeune activiste née en Mexique en 1990. Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration et finance de l'Université panaméricaine. Elle est cofondatrice du Be-Up, un mouvement étudiant qui participe au réseau national au secours aux sinistrés. Et nous avons également Monsieur Thomas Melogno, directeur exécutif de l'innovation, de la recherche et des savoirs depuis septembre 2018. Et puis, nous avons toujours le ministre des Finances, Arturo Herrera Gutiérrez. Quelles sont les barrières économiques et politiques dans la lutte contre les inégalités de nos jours? Lucas Chancel, bonjour. Bonjour à tous. Je vous remercie tout d'abord pour l'invitation. Je pense qu'une des plus grandes barrières de nos jours, c'est que les gouvernements et les décideurs ne prennent pas suffisamment en compte les données disponibles. On continue à penser dans de nombreux pays comme si nous n'avions pas eu 40 ans de tentatives à amener les taux d'impôt vers le bas et de dérégulation d'économie. Alors, cette expérience est réelle dans de nombreux pays et nous avons noté que cela n'aboutit pas forcément pour une meilleure distribution de la richesse. Cela n'a pas non plus mené à un taux d'emploi plus important pour la vaste majorité de la population. Et donc, on pourrait commencer à parler peut-être de possibilités politiques alternatives. Et ces alternatives pourraient inclure aussi une façon différente de regarder aux impôts, donc avec des impôts plus progressistes, une façon différente de l'État d'intervenir dans l'économie. De nombreux gouvernements continuent à penser aux politiques avec trop peu de renseignements réels par rapport à l'impact distributionnel des coûts et des politiques. Donc, nous avons davantage de données. Maintenant que nous l'avons, nous devons aussi convaincre davantage de gouvernements et de politiciens à utiliser ces données. Je pense que c'est là la grande barrière aujourd'hui. Très bien, Lucas. Donc, tout d'abord, nous n'avons pas seulement besoin davantage de données, mais il faut surtout utiliser les données qu'on a et puis des approches alternatives en termes d'utilisation des politiques. Alors, j'aimerais peut-être revenir vers le ministre Gutiérrez pour lui donner une possibilité de répondre à Lucas. Lorsque vous avez terminé votre interaction, Monsieur Gutiérrez, avec Thomas Piketty, vous avez parlé de l'impact des politiques et du fait de se tourner vers le futur. Alors, qu'est-ce que le Mexique entend faire pour assurer une reprise inclusive et durable? Parce que c'est là la grande question. Comment allons-nous nous reprendre? Vous avez dit vous-même que nous devons mieux nous préparer. Alors, comment allons-nous s'assurer que le Mexique soit plus inclusif et aussi plus durable? Oui, j'ai un double contrôle, un ici et un là-bas, et donc ça rend les choses un peu compliquées. Alors, j'aimerais revenir sur une des questions qui a à peine été mentionnée par Lucas. Si au cours des dernières 40 années, tout cela n'a pas vraiment fonctionné, eh bien, on devrait peut-être essayer quelque chose de différent. Et je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est un peu ce que nous avons fait. Nous avons réalisé qu'on pourrait avoir un tout petit peu plus d'impôts en essayant d'augmenter la taxation, en fermant certains des écarts, remplissant certains des écarts grâce à la lutte contre l'évasion fiscale. Un exemple de 2020, nous avons eu le plus grand
la plus grande augmentation du PIB en 2020 depuis 1982. Nous étions très surpris alors que nous n'avions fait qu'une toute petite correction par rapport à l'évasion fiscale, et cela en pleine pandémie. Donc, deuxième chose, que faire de ces impôts? Que faire de ces revenus, de ces recettes fiscales? Eh bien, c'est vraiment compliqué à faire. Le budget est déjà engagé et le président a une tâche très difficile. Il a décidé de revoir ce budget. Et ça, c'est une situation douloureuse, compliquée, parce qu'on fait des coupures importantes à des gens qui recevaient des budgets et ensuite on prend cet argent et on le réoriente vers quelqu'un d'autre. Donc, il y a deux choses importantes qui sont liées aussi à la force de la main-d'œuvre. Une des choses que l'on voit, c'est un gros problème de mobilité sociale et de distribution des revenus avec les revenus des jeunes qui sont directement liés aux revenus de leurs parents. Alors, une des choses que nous avons vues, c'est que dès qu'ils atteignaient un certain âge, disons 16 ou 17 ans, ou même un peu plus âgés, même s'ils étaient encore à l'école et ils allaient bien à l'école, souvent ils abandonnaient l'école parce qu'ils devaient aider les parents à gagner de l'argent, amener de l'argent à la maison. Alors nous avons élaboré un programme de bourse d'études très ample qui joue deux rôles. Cela donne non seulement un soutien économique aux familles pour permettre aux gens de rester à l'école, mais cela donne aussi une série d'opportunités parce que s'ils laissent tomber l'école pour aller travailler et aider leurs parents, ils vont peut-être gagner moins d'argent que ce que leur donne la bourse d'études. Donc, ils sont doublement motivés à rester à l'école et continuer à étudier. La deuxième intervention était par rapport à la force du travail. Nous avons augmenté notre outsourcing, notre délocalisation pour augmenter à 25% pour tous les emplois formels de notre économie sont délocalisés, ce qui veut dire que nous avons moins de sécurité sociale, moins de versements pour les retraites, etc. Donc, nous essayons de changer cela pour nous assurer que l'outsourcing, la délocalisation ne s'avère que lorsqu'elle est réellement motivée, mais dans le cas contraire, il faut employer au niveau local. Monsieur Gauthier, c'est une excellente réponse au problème soulevé par Lucas, c'est-à-dire que toutes les décisions ne sont pas forcément basées sur les données. Est-ce qu'on permet réellement aux données de nous guider dans les décisions? Et vous nous avez donné plusieurs exemples de comment le Mexique a changé d'attitude en prenant en considération les données justement et les impacts de ses propres politiques. Mais j'aimerais maintenant revenir vers Emilia, parce que nous savons que pour que ces changements s'avèrent, souvent, cela demande énormément d'engagement par rapport au gouvernement pour qu'il y ait un réel changement de l'orientation par rapport aux inégalités et à la façon dont nous répondons aux problèmes des inégalités. Toi, en tant qu'activiste, en tant que militante, quelles sont les meilleures pratiques observées en termes d'engagement dans le gouvernement, d'engagement des gouvernements dans la réduction des inégalités? Qu'est-ce qui fonctionne? Oui, merci beaucoup pour cette opportunité de m'exprimer ici. Et ce que nous avons vu, c'est qu'effectivement, les décisions basées sur les données sont extrêmement importantes, mais ces informations doivent être rendues accessibles pour tous et les autorités. J'aimerais ici dire deux aspects. Tout d'abord, nous avons identifié quelles sont les autorités qui jouent un rôle dans chaque décision parce qu'il y a une myriade d'options de ce point de vue. Et les autorités, quant à elles, doivent reconnaître qu'il peut y avoir une transition de pouvoir. Et cela représente une conversation et une approche multidimensionnelle avec une participation représentative de la part du peuple et les opportunités de co-décider et de co-dessiner les programmes et les décisions. Parce que souvent, nous avons vu que les programmes ne fonctionnent pas lorsque les autorités posent une question aux gens ou font un petit exercice de consultation avec le peuple. Cela demande bien plus que cela.
Il faut vraiment que les gens aient un espace pour changer, ajuster, adapter et co-dessiner ce genre de programme. Donc, on cherche vraiment une espèce d'équilibre pour avoir des données techniques avec des processus d'analyse, etc., académiques. Et puis, d'un autre côté, la participation de la société civile. Parce que si l'on considère l'histoire, on voit énormément de preuves que la société civile est vraiment celle qui pousse pour le changement à la fin. Et c'est très difficile c'est très difficile pour les gens de trouver cet espace de nos jours. Et pour vous donner un exemple pratique du Mexique, le ministre tout à l'heure parlait de la propriété et de la façon dont euh, plus de 80, plus de 70% du peuple mexicain vit dans une zone rurale où n'a pas de propriété. Donc, il s'agit vraiment d'un exemple d'inégalité. Il y a des gens qui poussent pour avoir cet espace pour faire entendre leur voix et le Mexique est peut-être sur le chemin pour devenir un des premiers pays dans le monde à avoir des informations officielles par rapport aux gens qui vivent dans les bidonvilles et qui n'ont pas de propriété. Et ça, c'est déjà un gros résultat. Il n'y a pas de pouvoir politique. Là, je ne parle pas de je parle vraiment d'une poussée du niveau le plus bas. Et là, il y a un pouvoir judiciaire, juridique qui se manifeste. Il n'y avait aucune donnée là-dessus par rapport aux autorités, auprès des autorités nationales. Et donc, grâce à cela, on a vu que les autorités ont un espace pour écouter et prendre en considération la population. Et c'est le genre de succès que l'on veut vraiment voir davantage avec des transitions de pouvoir. Emilia, si j'ai bien compris, donc votre point résonne fortement avec l'idée d'ouvrir la plénière en mettant en lien les inégalités de voix aussi avec une nouvelle forme d'inégalité dont on devrait parler davantage. Et vous avez parlé aussi d'ouverture de processus de prise de décision pour nous assurer que l'on co-dessine et co-décide les politiques de façon plus inclusive. Vous avez parlé d'amener la société civile dans la conversation et de reconnaître le pouvoir du peuple lorsqu'on parle d'inégalité. On dirait qu'on fait vraiment, qu'on a fait le tour complet sur le thème de l'inégalité. Donc, merci beaucoup pour cette contribution. Je vais maintenant passer à Thomas Melogno. Thomas, nous avons eu une excellente conversation sur la compréhension des barrières qui existent dans l'économie politique, mais quels sont les outils? Si on pense à une organisation comme l'AFD, par exemple, quels sont les outils qu'une telle organisation pourrait utiliser pour surmonter ces barrières économiques et politiques dans la lutte contre les inégalités? Merci beaucoup, Nosy. Tout d'abord, j'aimerais dire que l'AFD, en tant que agence de développement, eh bien, est bougée par la volonté, mais on ne demande pas toujours de travailler sur l'inégalité, donc on ne le fait pas tout d'abord. Donc nous avons des outils, mais uniquement avec les pays qui sont vraiment engagés à lutter contre l'inégalité. J'aimerais vous donner un exemple de quelque chose que nous avons fait au Maroc. Donc, on abandonne le Mexique pour quelques secondes pour le bénéfice du public. Donc, au Maroc, avec le gouvernement, nous avons travaillé sur l'incidence de taxation, mais pas aussi sur les bénéfices, pas seulement des impôts, mais aussi des dépenses sociales et les effets positifs des dépenses sociales. Et nous avons trouvé que au Maroc, parmi les 10% les plus élevés, non, pardon, au Maroc, dans le revenu national, 30% provient justement des dépenses sociales. Donc, quand on parle des dépenses, c'est extrêmement important. Nous avons vu la vidéo sur la prochaine phase de ce centre de recherche. Donc, nous planifions de travailler avec le Mexique, la Colombie, l'Afrique du Sud et l'Indonésie pour accompagner leurs efforts dans la mesuration de comment se présentent les inégalités chez eux. Et
Ces outils sont utiles uniquement lorsque c'est les gouvernements qui nous demandent de travailler avec eux. Lorsqu'on fait des crédits, par exemple, il y a des gouvernements qui prennent le risque de mm, prendre un crédit et c'est un gros risque pour eux pour lutter contre l'inégalité. Donc, je salue ce genre de décision. Encore, je souligne que ce genre d'initiative et de collaboration ne peut exister que lorsqu'il y a réellement une volonté de la part du gouvernement de collaborer et de lutter contre les inégalités. Donc, il est important de mesurer comment les dépenses sociales peuvent diminuer les inégalités. Oui, ça, c'est un autre point important. Il faut aller au-delà des théories et de la distribution des économies et vraiment aller chercher si les fonds alloués atteignent les populations ciblées. Donc, on parle d'organisation qui répond à une demande et cela répond un petit peu à la question soulevée par Monsieur Gutiérrez. Est-ce qu'on souligne et priorise l'inégalité comme la chose la plus importante à résoudre? Mmh, alors, nous avons maintenant l'opportunité peut-être d'inclure la coopération, le développement de la coopération. Et nous parlons de et donc j'aimerais, inclure monsieur Chazelle dans cette conversation. Donc par rapport au niveau de des partenaires de coopération, quels sont les aspects à promouvoir si on veut vraiment dépasser les barrières économiques et politiques qui bloquent la réduction de l'inégalité? Merci. Avant tout, j'aimerais replacer cela dans le contexte de ce que le ministre Gutiérrez disait aussi au sujet de l'incidence de la Covid. Et c'est vrai que la Covid vient exacerber les inégalités, mais il y a un aspect dont on ne parle pas suffisamment. Comme Monsieur le ministre l'a dit, le moment est venu de parler, de reconstruire mieux nos sociétés. Et ceci soulève de nombreuses questions et de nombreuses hypothèses que nous avons avancées au cours de ces dernières années. Nous ne voulons pas revenir à la situation de 2020, tout simplement. Et je voudrais peut-être souligner quelques points. Le monde dépend des marchés économiques, des marchés financiers, et ceci pourrait permettre une situation améliorée pour les individus, mais nous pensons que le développement financier va en fait bénéficier aux personnes qui sont déjà aisées, qui ont un accès à tous ces services. Ensuite, la mondialisation peut avoir une incidence également sur la mobilité des capitaux parce que nous voyons que la mobilité des capitaux bénéficie au secteur hautement qualifié. Et encore une fois, ceci vient exacerber les inégalités. Je pense que l'on n'accorde pas suffisamment d'attention au niveau élevé de chômage ou d'emplois précaires. Et même en Europe, c'est un problème. Et nous savons que ceci contribue encore une fois aux inégalités puisque cela affecte le pouvoir d'achat des travailleurs. Et nous devons également nous pencher sur les avancées technologiques. Ce n'est pas un problème en soi, bien entendu, mais c'est aussi un facteur important à prendre en considération parce qu'ici encore, ce sont les personnes hautement qualifiées qui sont favorisées. Ceci creuse les écarts en termes de compétences et de qualifications. Et donc, je pense que nous avons besoin d'éléments de preuve et nous devons réfléchir à la façon dont nous pouvons renforcer notre engagement vis-à-vis de la redistribution. Nous avons besoin de davantage d'investissements dans la santé, dans l'éducation. Nous savons que ce sont vraiment des besoins importants et ceci permettra une meilleure redistribution. Et ceci soulève la question de à savoir comment mobiliser des ressources au niveau national parce que ceci demande des investissements considérables et durables sur une longue période de temps. Et pour augmenter les ressources au niveau national, eh bien, ce n'est pas suffisant en soi parce que vous avez besoin de démontrer l'efficacité et l'équité de ces mesures. Donc, les résultats doivent être visibles. C'est important pour avoir le soutien de la population. Et nous devons également veiller à ce que les pays à travers le monde aient la possibilité de lutter contre les flux financiers illicites, l'évasion fiscale et d'autres
phénomène. Alors, il y a un défi sur lequel nous devons travailler. Dans de nombreux pays à travers le monde, il y a une quantité importante d'économies informelles, en fait. Et donc, il est très, très difficile d'augmenter les recettes fiscales en raison de cette économie informelle. Et ceci a été révélé d'une façon assez brutale par la crise de la COVID. Et donc, il faut également augmenter la productivité de ce secteur pour favoriser la transition vers une économie formelle. Troisième remarque qui est très, très important pour nous, certainement au sein de l'Union européenne et au sein de la Commission européenne, c'est la dimension plurielle des inégalités. Les inégalités, ce n'est pas une thématique isolée. Cela doit être intégré transversalement dans toutes nos activités. Et parfois, les inégalités sont des résultats non souhaités de politiques qui ont été mises en œuvre, simplement parce que nous n'avons pas suffisamment évalué les incidences de ces politiques. Et nous avons différents exemples. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je pense que nous les connaissons tous. Et donc, il est temps de changer les choses. Et donc, nous souhaitons analyser tout ce que nous réalisons au cours de cette phase de relance pour étudier les conséquences sur les inégalités, qu'elles soient positives ou négatives. Oui, merci beaucoup de cette réponse, Monsieur Séchel. Je pense que vous avez soulevé de nombreuses questions qui concernent justement des questions soulevées au cours de la plénière d'ouverture. C'est vrai que nous avons parlé de l'Amérique latine, de l'Afrique, et nous avons parlé également de l'incapacité à se relancer, se redresser sans le soutien et l'aide des partenaires à la coopération au développement, surtout dans le contexte des inégalités. Maintenant, mesdames et messieurs, il me reste moins de 10 minutes et donc je voudrais essayer quelque chose de spécial. Je voudrais lancer une dernière vague de questions, mais je voudrais vraiment vous demander d'être très discipliné et de donner des réponses très concises. Je voudrais terminer par vous, Monsieur Séchel, parce que je voudrais boucler la boucle en ce qui concerne cette question d'engagement politique. Nous avons entendu Monsieur Mélonion qui en a parlé, et donc je voudrais vous poser la question suivante. Euh, Y a-t-il des engagements politiques qui sont visibles et quelle est la façon la plus efficace d'appuyer, de soutenir cet engagement politique pour que l'on puisse vraiment voir les incidences qui nous permettront justement de passer de la parole aux actes sur le terrain? Et je voudrais donc poser également les questions soulevées par les participants au cours de cette salve de questions. Mais donc, comment pouvons-nous passer de ces engagements politiques théoriques à de l'action sur le terrain? Oui, les engagements doivent être appuyés et soutenus et grâce à la mobilisation des ressources nécessaires, le transfert des bonnes pratiques. Il ne faut pas réinventer la roue chaque fois. Il faut également trouver des éléments de preuve. Aucun gouvernement ne peut se permettre de commettre des erreurs dans ce domaine. Et donc, je pense qu'il est important d'être aussi clair que possible. Il faut que l'on puisse faciliter le processus décisionnel. Et ici, je voudrais rendre hommage aux travaux de la facilité de recherche parce que c'est maintenant que nous avons besoin d'informations et d'éléments de preuve afin d'éclairer les décisions complexes pour faire face à ces problèmes pluridimensionnels. C'est la raison pour laquelle nous avons vraiment besoin de ces éléments probants. Donc, c'est de cette façon que l'on peut vraiment appuyer les décideurs politiques. Oui, donc il faut aider les décideurs politiques avec ces informations, ces éléments de preuve. Alors, je voudrais maintenant me tourner vers Lucas. Je voudrais vous faire partager les questions soulevées par le public. Vous avez dit qu'on devait presque réinventer les politiques pour avoir une nouvelle ouverture d'esprit. Et donc, j'ai une question à vous poser. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de commencer à réfléchir à la décroissance au lieu de rechercher sans cesse la croissance économique? Aujourd'hui, la croissance économique avantage les populations les plus riches et creuse les inégalités. N'est-il pas temps de parler de décroissance? Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que nous avons besoin de décroissance dans certains secteurs de l'économie, dans l'industrie pétrolière, par exemple, c'est certain, et dans les industries qui créent de la pollution, mais nous avons également besoin de croissance dans d'autres secteurs. Nous avons parlé de l'éducation, de la santé, et nous devons parler des secteurs verts de l'économie qui doivent se développer et croître. Alors, quel est l'impact de ces politiques sur la croissance générale? Ça, c'est une question, mais plutôt une question
secondaire. Nos systèmes sociaux, nos systèmes de pension ne doivent pas être liés au taux de croissance de l'économie. Et en fait, le problème, c'est que dans le monde occidental, nous avons construit nos systèmes de protection sociale de telle façon à ce qu'ils aient besoin d'un certain taux de croissance. Donc, il faut absolument déconnecter ces facteurs pour pouvoir nous lancer dans une transition et pour pouvoir financer davantage la santé et l'éducation, mais que ceci ne soit plus lié à cette notion de croissance économique. Ce qui est positif, c'est que nos indicateurs de progrès de base, comme par exemple le PIB, ne sont pas vraiment adaptés pour suivre les progrès réels enregistrés. Ce n'est pas du tout adapté pour mesurer l'évolution des inégalités, du bien-être, de la prospérité. Donc moi, je dirais qu'effectivement, nous avons besoin de sociétés qui aient passé le cap de la croissance, la post-croissance. Alors, est-ce que cela doit être de la décroissance? Je ne sais pas. En tout cas, nous devons nous concentrer sur ces objectifs concrets. Environnement, santé, éducation, par exemple. D'accord. Donc, effectivement, il faut plutôt entrer dans les détails et se pencher sur chaque secteur à titre individuel. Nous devons également mener des discussions fondées sur des faits pour savoir ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors, Monsieur Gutiérrez, je voudrais revenir à ce que vous avez dit au sujet de la main-d'œuvre. Vous avez parlé de l'externalisation, de la délocalisation, et il y a une question qui est posée au sujet de l'économie numérique, dont vous avez parlé au cours du premier panel également. Bien entendu, l'économie numérique semble être difficile en termes d'imposition, mais comment peut-on la réglementer? Est-ce que le Mexique envisage de réglementer les conditions de travail et les normes du travail dans les fonctions de l'économie du numérique? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci. Effectivement, ceci représente un nouveau défi puisque c'est un nouveau secteur, mais ceci s'inscrit dans un cadre plus large, un problème plus large. Le Mexique est un pays à revenu moyen. Et il y a beaucoup d'incohérences. Je voudrais peut-être vous donner un exemple frappant. 50% des personnes sur le marché du travail travaillent dans le secteur informel. Donc, lorsque l'on parle de système de pension, lorsque l'on parle de salaire minimum, ceci ne s'applique qu'aux 43% qui travaillent dans le secteur formel. Et l'économie numérique va certainement tomber également sous le coup de ce secteur informel. Et donc, je pense que ce que nous devons faire, c'est aller plus loin et voir comment nous pouvons améliorer les conditions de travail dans ce secteur, ou en tout cas veiller à ce que les travailleurs passent du secteur informel au secteur formel. Et donc, je pense qu'il faut vraiment tenir compte de ce facteur dans l'économie du numérique. C'est un problème, mais cela s'inscrit vraiment dans un cadre beaucoup plus large. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez soulevé la complexité et l'importance de ce processus de formalisation du travail. Si on se penche sur la création d'emplois et des emplois de qualité et décents dans le contexte de l'économie du numérique. Emilia, je pense que vous avez certainement écouté les discussions du premier panel et des remarques formulées par le professeur Thomas Piketty. Il a parlé du fait que nous avons une représentation des femmes assez limitée dans certaines activités économiques. C'est le cas au Mexique, mais aussi dans mon pays, en Afrique du Sud, et c'est quelque chose que nous souhaitons améliorer. Je suis sûre que c'est le cas dans le reste du monde. Et qu'en pensez-vous? Comment pouvons-nous galvaniser un grand nombre de ces femmes pour devenir plus actives et des participantes actives dans l'économie pour pouvoir réduire ces barrières et ces inégalités dans cette économie? Merci de cette question, Nosy. C'est une bonne question. Je pense que les femmes sont particulièrement actives dans le mouvement politique tout récemment. Et justement, nous voulons présenter des exigences en ce qui concerne la flexibilité. Monsieur le ministre y a fait référence à plusieurs reprises. Je pense qu'il faut surtout
ouvrir un espace pour les femmes. Et nous voyons qu'il y a déjà des femmes qui dirigent des communautés au niveau de la base. Et donc, ce que nous devons faire, c'est rechercher des changements structurels, un changement dans les mesures incitatives à court, moyen et long terme. Mais nous devons savoir exactement comment nous pouvons aider les femmes à profiter de ce changement à court terme. Mais je pense que le leadership est bien présent. Nous avons pu le voir dans différents pays. Nous voyons qu'il y a des mouvements politiques qui arrivent à trouver cet équilibre pour justement une meilleure prise de décision. Merci Thomas, je vais terminer avec vous pour cette discussion du panel. Et vous avez parlé dans vos premières réponses du fait que l'AFD travaille sur base de la demande et qu'elle a vraiment une approche fondée sur la demande, notamment au niveau de son engagement. Et je voudrais vous poser la question suivante. Que souhaiteriez-vous voir en termes de localisation pour les banques de développement? Comment travailler en collaboration avec l'AFD, par exemple, pour que notre partenariat puisse aller au-delà de cette économie des effets de retombées pour vraiment toucher les personnes sur le terrain? À quoi pourrait ressembler ce partenariat? Merci, Nosy. Alors effectivement, j'ai dit précédemment que nous avons besoin de gouvernements qui s'intéressent aux inégalités et je pense que ce que je voudrais voir, c'est un nombre croissant de gouvernements qui seraient intéressés par cette question. Comme je l'ai dit, nous serions très heureux de travailler avec davantage de gouvernements. Ensuite, en ce qui concerne les banques de développement, c'est vrai que nous avons une coalition de banques de développement qui essayent de discuter entre elles pour essayer de mesurer l'impact de leurs investissements. Donc, ce ne sont pas seulement des dépenses publiques issues des gouvernements, mais aussi des investissements des banques de développement, la caisse de dépôt en France. Il y a différentes banques de développement en Afrique du Sud et nous aimerions vraiment entamer des discussions avec ces banques au sujet des politiques qui pourraient être financées par les banques de développement. Donc, nous avons déjà lancé ces discussions avec plus de 450 banques de développement dans le cadre d'une coalition. Donc, toutes ces banques sont mobilisées contre les inégalités et nous travaillons également à l'urgence climatique et nous voulons également promouvoir la biodiversité parce que nous parlons beaucoup avec les gouvernements, mais je pense que nous ne devons pas oublier que de nombreuses politiques publiques sont également financées par d'autres acteurs. Et nous aimerions également voir davantage d'institutions financières privées rejoindre la coalition pour lutter contre les changements climatiques et les inégalités. Donc la porte est ouverte et je serai prêt à accueillir tous ces contacts et cette demande suite à cette conférence. Merci beaucoup. Je pense que c'est un appel à l'action lancé à toutes les banques de développement et au secteur privé. C'est vrai que vous avez raison. Nous devons absolument financer ces politiques qui vont vraiment permettre de lutter contre les inégalités. Ces politiques ne peuvent pas seulement être financées par des dépenses publiques, il doit s'agir d'une responsabilité partagée par toutes les organisations, tous les secteurs de notre société. Et sur ce, je voudrais peut-être remercier très chaleureusement tous les membres du panel. Merci d'avoir participé à cette conversation. Merci de nous avoir fait partager vos idées, vos réflexions. Merci de nous avoir vraiment donné une excellente discussion et ce fantastique débat suite à l'échange entre Thomas Piketty et le ministre. Et je voudrais peut-être, pour terminer, donner une dernière opportunité à Thomas de prendre la parole et de formuler quelques remarques de conclusion. Donc, Thomas, une dernière réflexion. Quels sont les mots que vous aimeriez faire partager avec notre public? Bon, ce n'est pas une réflexion. En fait, je voudrais surtout remercier tous les membres du panel. Je voudrais vous remercier, Nosy, d'avoir animé ces sessions pendant ces 4 dernières journées. C'était un travail extraordinaire. Vous avez très bien géré tout cela. Je voudrais également remercier les organisateurs. Je voudrais remercier Delphine, les collègues de la Commission européenne, Henriette, Martin, Gabriella, Françoise et d'autres, les collègues de l'ACI
Madrid, de l'agence espagnole, Javier Jiménez, Monsieur Da Suliman. Je voudrais également remercier le ministre Arturo Herrera Gutiérrez. Je pense que c'est difficile d'être le représentant des gouvernements parce qu'on se tourne toujours vers vous avec des attentes bien particulières. Donc, merci d'avoir assumé cette responsabilité. Alors, sur une note plus triste, comme je l'ai vu, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup d'équipes de recherche, 23 en tout, et nous avons justement des agences qui sont endeuillées aujourd'hui. Nous avons perdu Samuel Formon au Cameroun et des collègues en Zambie et en Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais vraiment leur rendre hommage parce que malheureusement, nous avons perdu ces collègues, mais je suis très enthousiaste par rapport à la marche à suivre. Cela a été souligné dans la vidéo et je voudrais remercier la Commission européenne d'avoir financé et appuyé ces efforts. Je voudrais vous remercier, Martin, et toute votre équipe. Et j'espère vous entendre très prochainement. J'espère que nous aurons d'autres webinaires pour discuter des études en cours au Mexique, en Colombie, au Maroc, en Afrique du Sud et ailleurs. Et je serai très content et très ravi de pouvoir vous accueillir. Et donc, je voudrais à nouveau remercier tous les membres du panel et je voudrais vous remercier, Nosy, d'avoir animé et de nous avoir accompagnés tout au long de ce voyage. Merci beaucoup, Monsieur Melonio. Merci de à votre organisation. Merci d'avoir permis ces discussions. Merci à toutes et à tous. Nous avons fait un beau voyage ensemble au cours de ces 4 dernières journées. J'espère que nous allons poursuivre ce parcours ensemble dans le cadre de la facilité de recherche sur les inégalités. J'espère vous revoir pour d'autres discussions fondées sur les données, comme nous l'avons vu aujourd'hui. Et j'espère que nous pourrons participer à d'autres conversations pour veiller à ce que nous intégrions la question des inégalités dans toutes nos activités. Et voilà, nous étions, moi j'étais à Johannesburg.